Bon, donc merci beaucoup Pascal de m'avoir invité. Et je ne suis pas encore intervenu dans votre centre, même si à Toulouse je viens assez souvent. Vous imaginez chez qui hein? Je ne suis pas un concurrent, on est d'accord? Non. Et voilà. Et d'ailleurs, vous avez eu des gens d'Airbus ce matin. Donc, Pascal, effectivement, il a dit que je suis professeur dans cette école de management à Paris. Et j'étudie à peu près depuis 30 ans déjà ce qu'on peut appeler l'excellence, la pérennité des entreprises. J'étudie aussi des organisations qui ne sont pas nécessairement des entreprises. Mais si vous parlez des entreprises, je veux juste que vous dire que ce n'est pas une mince affaire d'être une entreprise qui est pérenne, qui est excellente. Est-ce que vous savez, par exemple, que le pourcentage d'entreprises qui survivent 40 ans après leur naissance, sans faire faillite, sans se faire acheter. Donc, je ne compte pas à revendre dans les entreprises qui ont survécu. Non, c'est vraiment ça, ni Peugeot, ni Motorola, ni Nokia, ni bien d'autres entreprises. Je ne parle que des grandes, mais il y en a beaucoup, évidemment, des moyennes et des petites. Parce qu'elles sont plus indépendantes capitalistiquement. Donc, quel pourcentage d'entreprises qui survit 40 ans après leur naissance? Vous avez une idée? 5% d'autres propositions? Qu'est-ce qu'on pense au Centre national de l'espace non? Zéro, madame, elle dit zéro. Elle n'est pas loin, c'est 1%. 1%. Donc, ce n'est pas une mince affaire, donc, si vous pensez à ça. Et juste survivre, ça ne veut dire pas nécessairement être extrêmement performante, vous voyez, mais être là. Globalement, dans la métaphore footballistique, je ne sais pas comment c'est dans le rugby, si c'est rugby, c'est le roi, mais on joue le maintien en 3e division. C'est à peu près ça. On est un club professionnel, mais ce n'est pas comme Champions League. Pour la grande majorité immense des entreprises. D'accord. Après, Pascal a dit aussi que je suis un docteur en psychologie, ce qui est vrai. Alors, normalement, quand on annonce ça, je vais faire des propos un peu clichés, mais les dames me regardent avec beaucoup plus d'attention. Peut-être pas chez vous, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a mon interview qui est pas dans Psychologie Magazine, qui est quand même, sachez, un magazine féminine de grand niveau, quoi, parce que la publicité, c'est pour les femmes là-bas. Les hommes ne regardent pas, ils ne s'intéressent pas à la psychologie. Voilà. Mais je ne suis pas docteur Freud, je ne suis pas du tout docteur Freud, donc je travaille effectivement sur, oui, comme travaillent des psychologues, sur les comportements, mais qui ont une pertinence pour le monde de l'entreprise, comme leadership, motivation, engagement, là, tous ces sujets. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous donner un exemple d'expérience, parce que c'est comme ça que je trouve des sujets sur lesquels je travaille. Je fais énormément, essentiellement toute ma recherche sur le terrain, et des choses que j'observe parfois me donnent des idées. Donc j'étais un jour dans une station de ski, alors pas un Pyrénées, je sais que vous êtes un Pyrénées, ici tous, à Argelès-Gazost, etc., je connais un peu. Voilà. Mais dans les Alpes, et je prenais mon déjeuner dans un self, et je me rappelle que, comme ça j'étais assis, plus loin, il y a un père avec ses 2 garçons, ils sont en train de manger, il vient de s'asseoir, et tout d'un coup je vois une fillette qui entre comme ça dans cette salle, avec son plateau à elle, avec ses mets, il y a une bouteille plus petite comme ça, et il avance vers eux, et ce père, il pointe vers cette fillette, il dit à ses garçons, il dit « Regarde, elle va encore faire tomber la bouteille. » Moi, je vois cette fillette s'arrêter net, s'immobiliser, très surprise. Elle recommence à marcher, elle trébuche et la bouteille tombe. À ce moment-là, je l'imagine, dans 10 ans, elle a à peu près 10 ans, dans 10 ans dans l'entreprise. Et je me dis, combien de risques, combien d'initiatives va-t-elle prendre toute sa vie professionnelle? À partir donc des expériences comme ça, je me suis posé cette question, y a-t-il des entreprises qui peuvent accueillir des gens ayant un parcours difficile, parfois même très compliqué, et leur permettre de devenir des auteurs de leur réussite et aussi de la réussite des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc c'est ça qui m'a mis sur la route, c'était vers 2005 avec mon collaborateur Brian, et donc on est parti voir ces entreprises. Une fois qu'on les a identifiées, évidemment, c'est tout un travail. Voilà. Et qu'est-ce que je cherche? Alors je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chercheurs, c'est vrai?
Et donc, les chercheurs, vous savez ce qu'ils cherchent? Les chercheurs, ils cherchent des modèles. Parce que si vous n'avez pas de modèle, vous ne pouvez pas publier des articles. Donc, on cherche des modèles. Après, c'est lu par à peu près 5 à 10 personnes et vous devenez mondialement connu. Ouais, donc, c'est à peu près ça ce qu'ils ont fait. Et non, c'est pas une blague. Hein. Il faut écrire en anglais dans des bonnes revues, vous voyez. Et donc, on était un petit peu déçus, ou assez frustrés, j'aurais dit, parce que, évidemment, dans la plupart des entreprises qu'on a vues, il n'y en avait pas beaucoup des parkings réservés, par exemple. Et les parapheurs, je sais que chez vous, il y en a zéro, hein, presque pas, mais il y en avait quelques-uns qui avaient des parapheurs. Alors, ils disent, on attend de faire une fête, brûler tout ça, mais bon, pour l'instant, pas encore. Mais les pointeuses, par exemple, les pointeuses. Bon, on n'avait pas beaucoup des pointeuses, mais il y en avait quelques entreprises qui en avaient des pointeuses. Il y en avait même une, je me rappelle, très grosse entreprise, où il avait une parking réservée. J'ai demandé à des salariés, des opérateurs, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Il a dit, ah tiens, il y a un parking réservé, c'est bizarre, je n'ai jamais remarqué. Donc, oui, ça leur fait rien. Mais en tout cas, la pointeuse, l'histoire la plus drôle, c'est le DRH d'un ministère en Belgique qui sont entrés dans ces dynamiques de libération, donc il s'appelle Quentin. Et je discute avec lui, Quentin, est-ce que vous avez une pointeuse? Alors, il y a des Belges ici, non? Parce que je fais des blagues. Je fais des blagues belges. Hein. Donc, c'est pas une blague, hein, c'est la vérité. Et donc, il dit, et ce Quentin, il dit, bah, ça dépend du jour. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est, ça dépend du jour? C'est une blague belge, quoi. C'est-à-dire, t'as une pointeuse, un jour, t'as pas une autre. Non, mais c'est vrai. Quand on a commencé à libérer notre ministère, donc vous allez voir de quoi je parle, évidemment, il dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, on a dit, on va faire tout ça basé sur la confiance. Donc, il y en a quelqu'un qui dit, vous parlez de la confiance, mais ça, c'est du flicage, ça. Ah, dit, t'es seul comme ça, l'anarchiste comme ça? Ah, non, on est plusieurs. Bon, bah, d'accord. Alors, écoutez, vous faites un petit groupe de travail, vous proposez quelque chose pour remplacer effectivement la pointeuse, parce qu'il faut bien savoir, par exemple, les heures, ne serait-ce que payer des heures supplémentaires, etc. Donc, proposez. Ils sont revenus, ils ont proposé, ils disent, bah, écoutez, c'est très simple, on va ouvrir une autre porte. Ce sera volontaire. Alors, les gens qui détestent la pointeuse, c'est la porte à gauche, c'est des gens de gauche, oui, la porte à gauche, et puis ils ne pointent pas, ils vont bosser comme ça. Et puis, il y a des gens un peu conservateurs, vous voyez, ils doivent pointer, prendre un café, comme ça, la journée commence bien, et donc, la porte à droite. Et puis, c'est comment les gens veulent, comme ça, ils se positionnent, et donc 3 mois après, il y en avait 60% qui ne pointaient plus, il y en a 40 qui continuaient, et 6 mois après, il n'y en a que 19, et maintenant, je crois que c'est 15% qui ont resté, mais on les respecte. Mais le problème pour moi, c'est que je ne peux pas écrire un article. Qu'est-ce que je vais écrire? Et pendant qu'il sera en révision et publié, ils vont enlever la pointeuse, quoi. Vous voyez, donc c'est pas possible. Donc ça me perturbe complètement. Et donc ça nous a perturbé aussi un petit peu. Et on ne peut pas donc dire, voilà, il y a ça, et vous avez ces entreprises. Néanmoins, quand même, en réfléchissant avec Brian, je me rappelle, on roulait dans une voiture, c'était aux États-Unis, et puis on dit, mais tiens, quand même, il y en avait quelque chose qu'on a vu dans toutes ces entreprises. Partout on était, il y avait quelque chose qu'on a rencontré, mais en revanche, on a vite compris que je ne pourrais pas le mettre dans l'article. Pourquoi? Parce que c'était le sourire sur le visage des gens. Vous imaginez un article, tu envoies un article, sourire, quoi. Bon, d'ailleurs, vous venez de France, comme moi, le mot travail, les gens sourient, partout, ils étaient un peu comme ça, vous voyez. Vous venez de France, le mot travail, ça vient de quelle racine? Vous savez? Tripalium, c'est un instrument de torture. Oui, donc les tortures, ils sont contents, quoi. C'est pas normal. Hein. Donc on les a appelés, je les ai appelés lundi, c'est vrai. Hein, je dis, mais on était chez vous, c'était pas le jour de la paye? Vous étiez tellement contents? Elle dit, non, c'était pas le jour de la paye. Ils ont rigolé un peu. Je dis, mais j'ai poussé le bouchon. On dit, are you not smoking something? And inhaling, parce que Clinton a inventé le truc, tu peux fumer sans inhaler, vous voyez, donc j'ai précisé quand même. Et donc, ils ont commencé à rire vraiment, et ils ont dit, vous savez, M. Gates, vous n'avez pas tellement tort, parce que dans notre région, dans notre voilà, voisinage, on nous prend pour une secte. Vous êtes une secte, les voisins nous disent, vous êtes une secte. Vous voyez, je pense, si je dis Desperate Housewives, ça va? Le monsieur, vous avez subi au moins un épisode, hein, parce que sinon, le mariage est un danger. Hein, d'accord. Donc, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, vous voyez, vous occupez un petit peu de vos fleurs là, le matin, et votre voisin, il sort, il va vers sa voiture. Ils vont tous vers Lexus, vous voyez, il va vers sa voiture. Et puis, il sourit comme ça.
incroyable sourire. Il me dit, mais vous êtes content? Ah oui, je suis hyper content d'aller au boulot. J'adore, on met en place des idées, on s'éclate, on est créatif, on passe des journées exceptionnelles. Bon, c'est quand même particulier, quoi, le gars. Hein. Et puis, l'épisode suivant, vous voyez, il gare sa voiture, il sort de la voiture, il a un encore plus grand sourire. Donc, c'est quoi l'explication? Ben, il est content parce qu'il fume quelque chose, comme il a fumé toute la journée, donc il est encore plus content. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce que vous me croyez ou non? Vous dites peut-être c'est lui qui a fumé quelque chose. C'est pas une blague, hein. J'ai reçu une lettre manuscrite d'une salariée, hein, anonyme. Il a dit, Monsieur Goetz, finalement, j'ai vu votre photo dans le journal, vous fumez. Elle m'a dit ça. Il dit, venez voir la vraie réalité, les vraies entreprises, quoi, pas les quelques boîtes où vous baladez, faire votre recherche, quoi. Il a raison d'ailleurs, parce que ce qu'il m'a décrit, c'est horrible. Mais donc, qu'est-ce que vous faites que les gens refusent vous croire? Ils sont dans le... Vous racontez tout ça, ce que je raconte, hein, et les gens refusent vous croire que ça existe. Oui, ils sont dans le déni. Dis-moi si j'ai vu des dizaines d'entreprises dans différents pays. Donc j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour effectivement convaincre les gens. Et je m'adresse à vous, vous êtes aussi bon expert que moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les Français que ce que vous avez vu, alors psychologiquement, ils ne veulent pas croire, hein, mais il est vraiment convaincre, quoi, avec un marteau-piqueur, quoi, qu'ils acceptent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ils vous croient ce que vous avez vu, que c'est la vérité vraie. Qu'est-ce qu'il faut faire en France? Dites-moi. Hein? Allez-y. C'est pas, vous n'avez pas la direction comme moi, alors ici, je sais pas. Bon. Alors, je vais vous aider. C'est des gens sérieux, quoi. C'est des ingénieurs. Je vois les têtes et tout ça, c'est incroyable. Il faut passer à la télé. Parce que ce qui est à la télé, c'est la vérité vraie. C'est vu à la télé, quoi. Vous savez le problème d'Einstein. Vous savez, Einstein, il a eu un gros problème. Il a attendu 13 ans pour prouver sa théorie. Oui ou non? Pourquoi? Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'envoyé spécial, il n'y avait pas de toutes ces émissions, quoi. Il aurait passé à la télé en prime time, tout le monde l'aurait dit, voilà, la nouvelle théorie, il est génial, quoi. Tout le monde y croit. Donc, en tout cas, moi j'ai cherché, donc on m'a expliqué qu'il faut faire comme ça, j'ai cherché effectivement un producteur, et j'ai trouvé un producteur, et ce producteur, il a fait un film, hein, qui est passé chez Arte, donc il y a à peu près 2 ans. Et je vais vous montrer juste un clip de 2 minutes, un peu plus de 2 minutes, pour que vous voyez que des gens comme ça existent. Et ce n'est pas par hasard, mais on a cherché absolument un accent d'ici, quoi. Parce que s'il n'y a pas d'accent d'ici, il dit encore c'est des figurants, quoi. Mais vous allez voir, hein, le gars, il parle, alors il n'y a pas un figurant qui sait faire un accent comme le gars ici. Hein. Vous allez voir. Hein. C'est du vrai, quoi. On y va. On va dire que je m'éclate dans mon job. Moi, je vous dis, tous les matins, quand je me lève, quand je viens travailler, je prends un agréable plaisir. I have always been against hierarchy and against strict rules. I worked in a normal company, and then I thought always that can't be true, that I have to come at 8 o'clock to work and leave at 4 o'clock. Little by little it came a passion to me. I wanted to show that there is another way to manage a company. They came up with some very simple things. Let's tell the truth. Let's be fair. Let's keep our promises. Let's respect the individual, and let's encourage intellectual curiosity. Et bonjour Samira, Sébastien. Oui, allô Sébastien? Ça serait pour enregistrer une intervention, s'il vous plaît. On a dit voilà, comment vous aimeriez être rémunéré. On a demandé à tout le monde de donner ses idées. Donc cette rémunération, elle a été décidée par l'ensemble des salariés. Bob's style is to say, here are the objectives, you figure out what the solution is. If I've got the right people, then they're going to make the right decision. It's good. I mean, it's all about respect. You give respect to others and they give you respect back. Alors avant, on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contremaîtres et des chefs de ligne. Quand vous êtes hiérarchique et que d'un coup vous ne l'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Je vois les gens sur l'île, ils sont beaucoup plus heureux, qui sont calmes, qui sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. I knew that if I went to a minister in the beginning and say, we won't tell people when and where to work,
they would go berserk. So I didn't. I just worked it out. And after 3-4 years, they said, hey, what have you been doing there? I said, sorry, we can't get back now. And then they saw the results, and the results were better than before. So they wanted to be in the picture, and we put them in the picture. It's kind of a double-edged sword too, because when you're given all of the liberties and all of the trust to do your job and do it well, you better perform. Le bonheur au travail, d'ailleurs, il est passé aussi en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Et c'est un film qui a fait, semble-t-il, un véritable choc. En tout cas, il était téléchargé légalement, parce que légalement, on n'a pas de chiffres, hein, mais légalement, je crois, près d'1 million de fois chez Arte, donc plus que l'ensemble du reste des films de l'histoire d'Arte. Non, mais c'est ce que je me rapporte. Hein. C'est un choc incroyable. Un choc dans le sens que j'ai reçu aussi beaucoup de mails parce que j'étais interviewé dans ce film et j'étais leur conseiller scientifique. Donc, c'est basé en grande partie sur mon ouvrage. Les gens, ils ont dit c'était le choc de ma vie. J'ai jamais pensé que des entreprises comme ça existent, qu'on peut travailler comme ça, y compris dans ma région, quoi, avec mon accent, quoi. Il a un bon accent, hein, le gars, on est d'accord, hein, c'est un vrai. Hein. Moi, je n'arrive pas à imiter. Je suis très bon en ch'ti, mais vous allez voir à un moment donné, mais pas un accent d'ici. Et même si je connais Claude Nesta, hein, c'est pour vous dire. Hein. OK. Alors, maintenant, est-ce que... J'ai détruit mes slides. Et on peut aller en arrière? Comment on allait en arrière? Excusez-moi. J'ai détruit ma présentation. C'est un truc avec des boutons qui ne marchent pas. Pour moi, c'est mauvais bouton. Je ne suis pas habitué. OK. Alors, est-ce que vraiment... c'est la situation comme ça en France? Est-ce que vous pensez que vous avez vu les gens qui sont contents, qui sont souriants, qui viennent au travail, qui font beaucoup de choses, proposent des idées, etc., etc. Est-ce que c'est partout comme ça en France? Est-ce que l'ensemble des salariés français, hein, ils sont comme ça, quoi? Ils se lèvent le matin et disent « Attends, j'ai vraiment de la chance, quoi. » Il dit à son partenaire, hein, « J'ai vraiment de la chance. » Qu'est-ce que de la chance? Ben, je vais aller passer une super journée, quoi. Je mettais en place mes idées, je vais être créatif, je vais m'éclater. Et puis quand elle rentre chez lui, la première chose, elle va en prendre le rosé piscine. Il y a des gens qui pensent que la piscine couleur rosée, quand je fais ça partout en France, je leur explique, hein, que c'est à Toulouse, etc., etc. Avant qu'il prenne rosé piscine, il dit, chérie, je vais t'expliquer la journée que je viens de passer, quoi. C'était génial. Et quand il se couche, il pense juste à une chose. Pas à quoi tout le monde pense. Il pense à se réveiller au lendemain. Et chaque jour, c'est comme ça, quoi. Ça recommence. Donc les Français qui vivent ça chaque jour au travail, ils sont combien? Alors vous avez vu la réponse, donc je ne fais pas le suspense, mais je vous donne les sondages, le baromètre qui est utilisé d'ailleurs chez Airbus, qui s'appelle Employee Engagement Survey, donc les Q12, les fameux 12 questions. Les chiffres ils datent de 2 mois, hein, qui sont sortis, et pour la France, on est 6%. 6% de Français qui auront, on appelle les collaborateurs engagés dans leur entreprise, vous comprenez? Donc, ce n'est pas qu'on va le donner 5% de plus et puis il va dire « ciao, bye bye, c'est bien, c'est un salon de massage, mais là-bas, c'est massage plus yoga. » Terminé. Great place to work, vous connaissez. Donc, non, engagement vraiment dans cette entreprise-là. Comme j'ai entendu dans quelques entreprises, l'opérateur vous dit « si on me double le salaire, je ne m'en vais pas. » Oui. Donc, il reste là-bas pour d'autres choses. Pourquoi la poule? Vous savez pourquoi la poule? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des poules qui sont nourries au maïs, etc., région sud-ouest. Pourquoi la poule? Non? Aucune idée? Parce que je les compare à des poules, ces collaborateurs. Maintenant, on va voir qui sont les gens qui travaillent en RH ici. Levez la main. Voilà. Oh là 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 là, mais il y a tout un... attention, hein, il y a des gros changements qui arrivent chez vous, hein, parce qu'ils viennent se préparer, là. Attention, hein. Attention aux parapheurs, cachez les parapheurs, parce que les parapheurs disparaissent à un moment donné. Alors on dit, Monsieur Guiz, mais comment on vit sans parapheurs? Mais je dis, bah, si on vit sans les décideurs, pas besoin des parapheurs. Parce que le parapheur est pour le décideur, mais si le décideur n'est plus là, qu'est-ce que tu fais avec parapheur? Donc, bon, mais j'anticipe un petit peu mon histoire. Donc, je raconte pourquoi la poule. Donc, vous n'avez pas le droit de participer parce que vous êtes des experts. On va voir s'ils sont bons en RH. Quel est le job description de la poule? Vous recrutez une poule, c'est pour quoi faire? Pondre des œufs. Et ça va, hein, ils se comprennent un petit peu. Alors, maintenant, il faut préciser, n'est-ce pas, parce qu'il va faire n'importe quelle couleur, etc. Donc, on va avoir deux catégories des poules qui sont non spécialisées, ils vont pondre les œufs blancs, et puis des poules hypo. Vous connaissez hypo? Haut potentiel, high potential pool. Donc, la poule hypo, elle pond des œufs marron, beige, vous voyez, c'est quand même top niveau. Et donc, cette poule-là, ben, elle est là, cette poule, donc, vous voyez, on l'a recrutée pour pondre des œufs marrons.
Et imaginez-vous, vous l'avez recruté, il a passé tous les entretiens. Première action, premier jour, il va dans le poulailler, il sort et regardez comment il est fier. Regardez la fierté, quoi. C'est incroyable. On dirait qu'il a marqué un but 1 minute avant la fin de Champions League, quoi. Donc, regardez, incroyable. Donc, il a fait quelque chose quand même, quelque chose donc, qui rend fier. Donc, normalement, on devrait être content. Mais dans l'entreprise traditionnelle, tout le monde est inquiet. Et les plus inquiets sont des managers. Les managers, tout de suite, ils disent on va vérifier. Donc, ils vont aller dans le poulailler, ils trouvent un œuf. Et c'est vrai, ils trouvent un œuf, il est même ISO 9001. La forme est correcte, le poids, tout va bien. Tout va bien, il y a juste une non-conformité. La couleur, ça ne va pas du tout. Elle a dû pondre un œuf marron, qu'est-ce qu'elle a pondu? Bon, vous dites blanc, j'entends, c'est adorable d'être en France, tout le monde est rationnel, cartésien, etc. Et vous avez évidemment tous tort. Elle a pondu un œuf en or. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire avec un œuf en or, quoi? Et donc, les managers, tout de suite, mais attends, ils disent, mais il y a ingérable cette poule maintenant, ils vont demander tout de suite l'augmentation, quoi. Il a pondu un œuf en or et dit, payez-moi plus. Mais le DRH, il m'a dit, première année, pas d'augmentation. T'as compris? Pas d'augmentation. Donc, ingérable la poule, quoi. La poule, elle râle tout le temps et on me dit, on ne peut pas augmenter. Donc, les managers sont très inquiets. Mais le plus inquiet, est-ce que ça, c'est un laser, ça? D'accord. C'est pour étendre. J'ai bien demandé, hein, parce que si vous lancerez un espace, c'est bien de savoir si ça va étendre les moteurs ou ça va le lancer. Donc, je regarde ça, ça m'inspire quand même. Hein. OK, donc, regardez, ça, c'est la partie la plus intéressante, c'est les collègues. Regardez dans le coin. Il y a une petite réunion impromptue entre les collègues. De quoi elle parle? Il dit, mais attends, à cause d'elle, on connaît nos managers, maintenant ils vont demander à chacun de prendre des œufs en or, quoi. Mais est-ce que le salaire, il va augmenter? Ils vont augmenter le salaire avec des œufs en or? Ben, bien sûr que non. Donc ils préparent une petite action, dans la France, on a le secret, vous savez. Voilà. Donc, elle les regarde, toute cette agitation, il a dit, moi je ne comprends pas, pourquoi vous êtes tellement agité? Moi je suis fait en or, je ne demande rien du tout. Donc sachez que les Français qui vous pondent des œufs en or et qui ne demandent rien pour ça, c'est 6%. C'est tout. Des poules aux œufs d'or, quoi. Il y en a 6%. Maintenant, chez Gallup, il y a 3 catégories. La deuxième catégorie, on appelle des collaborateurs désengagés. Alors, je vous épargne une longue définition de Gallup, je vous donne une très courte qu'un patron de PME m'a donnée. Il a dit, tu parles des collaborateurs désengagés. Ben, j'en ai chez moi, j'en ai. Je vais te dire qui sont ces gens-là. Ces gens, ils viennent chaque jour au travail pour... Pourquoi ils viennent? Désengagés? La cantine est bonne, si la cantine est bonne. D'autres propositions? Pour aller, le salaire, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais lui, il a eu quelque chose qui est mieux. Il dit, tu sais, il vient pour partir. Il vient pour partir, quoi. Et à quel moment ils ont envie de partir? Ben, il dit, dès qu'ils arrivent. Alors là, attention, parce que là, le pôle RH n'est pas d'accord du tout. Ce n'est pas dans le vocabulaire nomenclature RH. Il n'y a pas de code de travail arrive. Il n'y en a pas. Il vient pour accomplir 2 actions par jour. Première action, physique, hein, physique. Première action. Alors les gens ils disent café. Donc café, c'est déjà une prise d'initiative, d'ailleurs risquée. Hein, vous renversez le café sur vous, etc. Première action, c'est pointer. Bravo. Alors on pointe et dès qu'il pointe, il a envie tout de suite de faire quoi? Le café, encore le café, ils sont obsédés par le café. Non. Dès qu'il pointe, il a envie de repointer exactement. Et là, arrive le service RH. Et du RTT. Remettez tongs. RTT. 7h36. 7h36, interpointé et repointé. Tu attends 7h36 et tu repointes. RTT. Remettez tongs. Et donc, le gars, il a compris. Et maintenant, j'ai une question très intéressante pour vous. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces gens-là, vous voyez, qui viennent globalement, tu dis comment ça va, dis comment lundi. Tu dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, je dis, je fais mon minimum syndical, pourquoi tu demandes? Est-ce que ces gens-là, c'est bien, vous avez un service avec le plus grand sens d'humour RH que j'ai jamais vu, hein, parce que c'est incroyable.
Je pense qu'ils peuvent vraiment conduire l'évolution radicale de l'entreprise. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Je sais pas pour vous faire plaisir. Hein. Normalement, quand je dis RH, ils se sont cachés derrière comme ça. Il arrive en cachette, vous voyez, pour un petit peu espionner. Qu'est-ce qu'il va raconter, M. Gates, là? Mais bon. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que ces gens-là, vous voyez, comment ça va, comme on l'a dit, on les appelle, est-ce qu'ils font preuve de beaucoup de créativité, beaucoup de prise d'initiative, tout ça, oui ou non? Il vient, vous voyez, juste pour le chèque, quoi. Alors, encore une fois, vous êtes cartésien, très rationnel, et vous avez tort. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'idées créatives que les gens ont quand il faut meubler 7h36, quoi. Attends, les trucs qu'on trouve à faire, mais c'est incroyable pour s'amuser. Et donc, combien ils sont en France? Combien? Vous voulez savoir ou non? Il faut attacher vos ceintures hein, maintenant, parce que ça va secouer. Ils sont 69%. Alors là, ça c'est le rire hystérique, je l'appelle, hein, parce que ça, normalement, on devrait pleurer. Hein. Et attention, je les compare, donc d'ailleurs, je compare à un cheval fatigué. Vous voyez, le matin, ils sont déjà fatigués. Donc, s'il peut s'asseoir et s'assied, s'il peut s'allonger. Mais attention, vous voyez, l'oreille est dressée. Parce que si le chef, il passe, vous voyez, dans le couloir, hop, chef, on est là. Mais s'il est parti aux toilettes, donc ça va, on s'allonge. Mais je vais les défendre. Je vais le défendre parce que c'est nos collègues, on les a recrutés, etc. Pourquoi je vais le défendre? Parce que ce sont des bons professionnels. On les a recrutés parce qu'ils ont des compétences. S'ils n'en ont pas suffisantes, on les a formés. Donc, ce sont des bons professionnels. Ils ont aussi une éthique de travail. Et cette éthique de travail, elle est réelle. Elle consiste en quoi? Elle consiste à bien exécuter ce que mon chef m'a demandé. Mais pas plus. Juste ce qu'il faut. Donc, assez souvent, quand vous vous baladez, vous voyez des gens qui sont assis comme ça. Vous voyez, ils sont assis, quelque part, ils sont assis. Vous dites, faites quoi? Le chef n'est pas là. Je vous fais ch'ti maintenant. Hein. Le chef n'est pas là. Mais il est où, le chef? Il a pris son RTT. Hein. Mais vous faites quoi? On est en lundi. Hein. Le chef va revenir, on va dire ce qu'il faut faire. Donc, on a fait le boulot, on attend. Il y a pire, hein, vous savez, il y a pire. Hein, il y a encore mieux. Je ne peux pas vous montrer exactement, mais est-ce que, madame, vous pouvez me donner votre sac? Je vous rends votre sac. Hein. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc là, vous ouvrez le bureau, le porte fermé, vous ouvrez le bureau. Si on termine à 18h, à 17h30, les gens sont comme ça. Starting block. Hein, ils sont prêts. Ils ont mis déjà le répondeur, vous savez, il dit nos heures d'ouverture, c'est de 9h à 18h, mais à 17h30, déjà le répondeur, il est en route. Ouais. Pour ne pas prendre une conversation. Ah oui, super, donc j'ai 2. OK. Non, mais c'est bien, je vais essayer, je vais me débrouiller, c'est gentil. Donc, vous avez compris, il nous reste quand même, vous calculez vite, il nous reste quand même un petit peu de pourcentage. La troisième catégorie, cette troisième catégorie, sont qui? Ni sont engagés, ni sont désengagés. Qui sont ces gens-là? Ils ont voté pour notre président les dernières élections. Ils sont qui? Ils sont au milieu. Qui sont ces gens-là? Vous avez une idée ou non? Vous êtes prêts? Les ceintures doivent être toujours attachées, hein, parce que ça va secouer très fortement. On les appelle activement désengagés. Non, mais ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est vraiment le terme de Gallup. Et activement désengagé, la définition est très, très, très claire, limpide. C'est non seulement les collaborateurs qui sont malheureux au travail, mais chaque jour, ils viennent pour démontrer leur malheur. Et leur façon de préférer, c'est de se prendre aux collaborateurs engagés. Donc, c'est des saboteurs, des toxiques, des boulets, tout ce que vous voulez. C'est toute une catégorie des gens comme ça. Et donc, je le compare à des renards. Imaginez, un renard, il a appris qu'il y a une poule qui a pondu un œuf en or. Il est content, ce renard? Il n'est pas content, quoi. Donc, il court comme ça dans le coin, il l'attend, il dit, c'est toi qui as pondu un œuf en or? Je te bouffe pour le déjeuner. La carrière est très courte, hein, donc réglée. Voilà, va voir RH. Donc, ils ont un sens d'humour très développé chez vous, c'est incroyable. Et donc, maintenant, je vais montrer juste une petite chose qui nous intéresse, c'est les managers, parce qu'il y en a, c'est un petit peu le sujet, notre sujet, c'est le management. Et donc, si vous avez des proportions comme ça, d'ailleurs, les Français sont parmi les pires en Europe, hein, on est avec les Italiens et les Espagnols tout en bas de peloton, mais ceux qui sont les meilleurs, les Norvégiens, c'est seulement 17% d'engagés. Donc, c'est vraiment la minorité des gens qui adorent leur travail, qui viennent chaque jour, ils trouvent le sens dans ça, ils s'épanouissent dans le travail, etc. La grande majorité partout vient parce qu'il faut bien manger, il faut bien gagner quelque part sa vie. Voilà. Ici, on peut gagner la mieux ailleurs, ciao, bye bye, ils vont ailleurs. Donc, qui remarque ça? Les managers sont les premiers qui remarquent ça dans leurs équipes.
il voit que cette personne-là est en retard, que dès qu'il y a quelque chose, ben, il n'est pas, vous savez, des gens qui ils ont comme ça drôle de famille, ils se marient et ils meurent en même temps, quoi. C'est soit un mariage, soit un décès, quoi. Mais il n'est pas là, le gars. Chaque prétexte est bon pour ne pas venir. Donc, ce manager, il se pose des questions. Je sens qu'ils sont désengagés, je sens qu'ils ne sont pas motivés. Alors, comment puis-je les motiver? Il peut s'adresser à son N+1 ou il peut voir des gens chez RH pour l'aider. Qu'est-ce qu'on leur répond généralement? Tu dis que tu as des gens démotivés. Ton job, c'est faire quoi? On t'a envoyé d'ailleurs dans un séminaire. Hein, c'est faire quoi? Bah, remotive-les, quoi. Combien de séminaires on a, techniques et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous répond? S'il a un petit peu d'expérience, ce manager, il a essayé de les remotiver ou non? Oui ou non? Oui, ça a marché ou non? Non. Il a raison, non? S'il y a des Normands parmi vous, alors peut-être oui, peut-être non. Alors, s'il a essayé, qu'est-ce qu'il a essayé? Qu'est-ce que la plupart des managers essayent comme un grand outil de motivation? C'est quoi? Hein? Peut-être pas chez vous, hein, mais dans les entreprises, qu'est-ce qu'on utilise? Hein? Team building, mais on dirait que c'est un amateur de rugby, quoi. Qu'est-ce qu'on utilise dans les entreprises? Il faut que le gars reste jusqu'à 19h, il faut que le gars termine le projet, etc. Qu'est-ce qu'on propose? La carotte. La carotte. On appelle ça, politiquement correct, des incentives, mais c'est la carotte, quoi. Hein, c'est la carotte. Est-ce que ça marche, la carotte? Je peux vous dire, c'est très très court-termiste, ça marche comme avec un bourricot. Oui, un bourricot, il ne veut pas avancer un bourricot. Donc tu lui montres la carotte, il avance, il mange la carotte et il s'arrête, il n'est pas stupide, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Bah, il veut 2 carottes, 2, il a tout compris, quoi. Donc on sait partout, et la recherche et tout démontre que ces techniques de motivation sont extrêmement extrinsèques, ce qu'on appelle court-termistes, ils sont très 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 ponctuels et globalement, ils font plus de dégâts parce que vous créez des mercenaires, des divas, etc., les gens qui vous demandent tout le temps d'être payés ou leur donner quelque chose contre un moindre effort. D'ailleurs, je peux vous montrer des statistiques en Allemagne. En France, on n'a pas ça, mais en Allemagne, vous voyez, entre 2001 et 2000... il est apparu. Ouais, 2001 et 2015, vous voyez. Ça, c'est le taux des collaborateurs engagés en Allemagne. Ils sont un petit peu au milieu de tableau en Europe. Les pires années, c'est 11. Les meilleures années, c'est 16. La marge d'erreur, c'est 3%. Donc, c'est statistiquement, à mon avis, c'est complètement plat. Et pourtant, on est bien d'accord que les managers allemands essaient de faire quelque chose, quoi. Ils essaient. Alors, les gens de RH, surtout, qui est responsable de la formation, évidemment, des managers? Voilà, c'est vos 2 collègues. Ils ont dit, on leur a envoyé quand même des vraies techniques de motivation, des méthodes de l'écoute, participatif, de coaching, facilité. On est d'accord. On a investi comme des sommes incroyables. Ils ne l'utilisent pas. C'est fou, ça, hein? Ils n'utilisent pas. Ils ont toujours la carotte. Je te file 2 RTT, trucs. Pourquoi ils font ça? Alors ça, il y a encore un autre truc. Je ne sais pas si c'est chez vous, mais ça s'appelle KPIs. Vous connaissez KPIs, non? Key Performance Indicator. Mais ce n'est pas le vrai nom de ce truc. Parce que le gars, il a besoin de le résultat pour hier, vous comprenez, et sa prime dépend, donc il n'a pas le temps à perdre. C'est une vraie histoire, hein, c'est une filiale de CAC 40 français, ils ont instauré ce système de contrôle managérial en Chine. Et le grand directeur, il revient de Chine et dit, ça y est, les Chinois, ils ont introduit KPI en chinois. Vous savez comment, non? Kill people immediately. Les Chinois, ils ont compris que si tu n'as pas tes KPIs, il y a un coupeur de tête qui arrive et il coupe les têtes, quoi. Donc tout le monde a des bons chiffres. Alors ils sont évidemment fausses, mais bon, on a des bons chiffres, on a des primes. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi finalement les managers n'utilisent pas certaines méthodes et techniques qui peuvent fonctionner effectivement, mais ils n'utilisent pas. Alors, on constate, on est réaliste, on part des faits, hein, pas de ce qu'on aurait souhaité, et on dit, bah, si tu crois que ce que tu utilises ne fonctionne pas, on va te dire, dans ce cas, arrête de les motiver. Alors, regardez la tête, il est vraiment inquiet, quoi. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je ne vais pas les battre, batte de baseball, on m'a dit ranger dans le placard. Qu'est-ce que je fais? Non, on a réfléchi pour toi. Tu vas devenir un leader jardinier. Alors là, il dit on va planter des trucs, on va fumer, management 4.0, quoi. Vous êtes déjà... voilà. On est tous contents.
Non, on a réfléchi pour toi. Regarde, on va t'expliquer. C'est assez simple d'ailleurs. Tu vois, tu as des fleurs, tu as recruté des fleurs, et ces fleurs-là, ils sont désengagées, voire activement désengagées. Il y en a certains, bah oui, couchés par terre, quoi. Hein. Ils ne veulent pas être belles. Or, le potentiel, la photo, le CV, tout est magnifique. Le potentiel, ça ne donne pas dans ton jardin, quoi. Tu n'as pas la main verte. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas aller les motiver? Genre, si tu lèves ta tête, je te file le BlackBerry dans ta prise. Alors là, personne ne lève la tête, je vous garantis. Alors, tu dis iPhone avec le coq rouge. Elle lève la tête ou non? Le monsieur, il aurait compte. Il lève la tête. Il dit, il rêve de ça, vous voyez. Il faut pas mettre une carotte, juste coq rouge, quoi. Vous le ferez un coq rouge, vous allez voir, hein, il va être super performant. Il est déjà très bon. Hein. Alors, donc, non, elle lève pas la tête. Alors là, vous augmentez le niveau et vous dites, regardez, vous n'avez même pas un bureau individuel. Hein, si vous levez la tête, vous regardez 6 mois, vous avez un bureau individuel avec une fenêtre, quoi. Alors les gens, ils sont prêts à tout pour ça. Est-ce qu'elle lève la tête? Ben, la réponse est non. Elle ne lève pas la tête. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que cette fleur soit au sommet de son potentiel, qu'il est même, c'est son ADN. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi. On l'a arrosé, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Lui parler. Hein. Madame est très sophistiquée. Quand je parle aux Britanniques, ils disent « love and care hein. ». C'est vrai, quoi encore? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des engrais et, dernière chose, on peut les transplanter, n'est-ce pas, pour faire l'exposition différente. Effectivement, vous parlez comme des bons jardiniers, et on explique ça à ce manager, parce qu'un bon jardinier, il a 2 qualités. Première qualité, c'est s'il a planté une fleur, s'il a planté un arbre qui a un principal potentiel, mais ça ne donne pas dans son jardin. La faute est à qui? C'est qui la faute? Certains messieurs, ils expliquent à leurs épouses, tu as vu ici, rien ne pousse ici, tu vois, c'est pas un bon climat. Alors généralement, vous savez ce qui leur arrive, non? Leur épouse dit, regarde la voisine. 10 mètres plus loin, tu ne regardes pas trop de la voisine, tu regardes la fleur, et elle est magnifique la fleur. Hein. Donc la même fleur que tu essaies de pousser qui ne marche pas. Donc c'est ta faute, tu ne fais pas ton travail. Première chose de ce rencontre. Et deuxième, c'est qu'est-ce que c'est le travail de jardinier? Le travail de jardinier, il consiste en réalité à connaître les besoins physiologiques de cette espèce dans ce climat et les satisfaire. Combien exactement d'eau elle a besoin, cette fleur? Combien exactement de lumière elle a besoin et quels minéraux exactement. Si je crée cet environnement, je n'ai pas besoin de motiver cette fleur. Elle est motivée par elle-même d'être belle au sommet de son potentiel parce que j'ai fourni un environnement qui est propice à elle pour se réaliser. Alors vous allez me dire, Monsieur Goetz, on a visité la ferme, ça va, maintenant le jardin. Alors je vais vous amener vers quelque chose qui est l'entreprise ou que sont les êtres humains. Je veux vous faire référence, je fais référence au monde des philosophies, spiritualités chinoises, donc où, je ne sais pas, certains qui s'intéressent, dans ces spiritualités, l'être humain n'est pas distingué de la nature, et donc nous, on est comme des plantes, comme des arbres, et on dit que si nous, les êtres humains, on évolue dans un environnement dans lequel nos besoins, ce qui nous distingue bien sûr qu'on a des besoins psychologiques, nos besoins psychologiques sont satisfaits, on n'a pas besoin de nous motiver. On va être au sommet de notre potentiel par nous-mêmes. Donc tout le secret, c'est connaître quels sont nos besoins psychologiques et créer un environnement où ces besoins sont réalisés. Alors on me dit, tout ça c'est de la théorie, c'est les professeurs qui parlent, des psychologues, etc. Je donne un exemple. Imaginez qu'ici à Toulouse, vous avez un fils, un garçon, qui aime le rugby. Ça arrive? Ça arrive. Et qu'il est rentré de l'école, il a fait rapidement ses devoirs et dit « Maman, je vais aller jouer avec mes copains au rugby ». Donc il prend un ballon, il y a un petit terrain et il s'amuse là-bas. Imaginons qu'il fait beau et qu'on est au mois de mai, les journées sont longues. Quand est-ce qu'il va rentrer à la maison? Dites-moi. Quand est-ce qu'il va rentrer à la maison? Il y a des mamans, ils disent quand il a faim, les mamans espèrent, mais de manière réaliste, pas de manière de wishful thinking. Il va rentrer quand? Avec le coucher de soleil, quoi. Avec le coucher de soleil. Et vous avez tout à fait raison. À un moment donné, il a faim. Mais il ne va pas partir. À un moment donné, il peut se blesser même. Il va dire, je reste avec vous, je reste derrière, etc., mais je ne vous quitte pas. Alors, expliquez-moi pourquoi des êtres humains, donc nos enfants, ils sont capables de rester 5 heures sur le terrain, d'ailleurs c'est même un effort physique, faire tout ça, et à partir de moment donné, ils ont même faim et ils ont peut-être même blessé. Pourquoi le fait-il? Pourquoi?
bah, il aime ça, il prend du plaisir, il s'amuse avec ses copains et tout ça. Et voilà, j'ai une question, parce que tout ce que je vous parle, vous avez compris que je n'ai pas de modèle à vous raconter. Arrêtez, c'est une philosophie, un certain nombre de croyances, un certain nombre de convictions que j'ai rencontrées dans ces entreprises-là. Et donc voilà la première. Et là, maintenant, normalement, il faut filmer, hein, si vous avez prévu, ou prendre en photo. Je vous demande de lever la main si vous pensez qu'on peut prendre du plaisir au travail. Il y a quelqu'un qui me dit, gardez la main, ça va être rapporté. Hein. Ok, c'est très amusant parce que dans les entreprises, parfois, vous savez, il y a le PDG, bien sûr, est assis là, et tout le monde attend. Et quand il est comme ça à la main, tout le monde lève la main. J'ai encore fait dans une autre audience publique, j'étais invité dans le déjeuner parlementaire, et donc il y a 1 an à peu près, il y avait des sénateurs, des députés qui s'occupent du travail, relations sociales et tout ça. Et je leur demandais de voter, ils ont tous voté à l'unanimité, mais il y avait un moment de silence incroyable, parce qu'ils disent, mais attends, c'est pas normal, c'est la première fois qu'on vote à l'unanimité, quoi. Ils étaient très perturbés, normalement ils votent contre, quoi, c'est pas possible, quoi. Et là, ils étaient tous d'accord. Donc, c'est intéressant cette question, parce que ceux qui n'ont pas, je n'ai pas observé bien sûr, mais on peut étudier la photo, hein, ceux qui n'ont pas levé la main, vous savez que ce n'est pas une question très, très anodine. Dans la culture judéo-chrétienne, le travail rime avec quoi? Avec la souffrance, avec le sueur, avec l'effort, avec tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, de croire qu'on peut prendre du plaisir au travail, c'est vraiment une croyance, une conviction. Il y en a des gens, et je connais des gens, et vous connaissez, ils disent, attends, plaisir, bonheur au travail, attends, tu oublies, quoi. Moi, si je ne souffre pas, si j'ai un salaire correct, j'ai un bon boulot, et c'est bon, quoi. Après le travail, c'est là où je vais chercher, prendre du plaisir, m'amuser, dans mon association, dans mes activités politiques et autres. Donc, si vous ne croyez pas qu'on peut prendre du plaisir et au travail, vous n'allez pas essayer à chercher l'environnement éventuellement dans lequel les gens puissent vivre ça. Mais si vous y croyez, donc vous m'écoutez, alors les fleurs elles peuvent devenir comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant pour les fleurs qu'il ne faut pas plus d'eau pour les tulipes, mais moins d'eau. Et donc, optimum. Avec la carotte, c'est toujours plus grosse. Hein. C'est pour chaque personne, pour chaque équipe, il faut un environnement qui satisfait leurs besoins. Et pas toujours donner plus de quelque chose. Donc voilà tous mes livres hein, qui sont sortis sur ce sujet-là, qu'on voyait un petit paquet. Il y en a différentes langues, c'est même sorti en Chine, en coréen, alors pas nord-coréen, coréen du Sud. Voilà. Et on va parler maintenant un tout petit peu sur qu'est-ce que ça implique quand vous voulez transformer l'organisation, l'entreprise de cette façon-là. Qui peut le faire? Ça, c'est une question première que j'ai étudiée quand même. Et j'ai vu que celui qui peut le faire, c'est uniquement le patron. Quand je dis le patron, pour des PME, c'est le patron, mais quand des grands ensembles, ça veut dire le patron de BU. Par exemple, usine ou programme chez Airbus, même pas une usine, programme chez Airbus. Programme chez Michelin, c'est-à-dire c'est une usine, mais sous le même toit, il peut y avoir 3 types de pneus qu'ils construisent, donc ça va être juste cette partie-là. Une caisse de sécurité sociale, vous voyez, une mairie. Donc des entités de ce type-là, où effectivement le patron, il a cette conviction-là, il connaît le terrain, il voit que le taux des collaborateurs engagés est largement insuffisant, ils aspirent à quelque chose de différent, à plus de sens au travail, etc., etc. Donc il cherche, et il a entendu parler d'une entreprise libérée. Alors parfois, et effectivement, il y en a beaucoup qui m'écrivent, ils veulent connaître davantage à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est. Donc pour ça, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Donc il y en a une start-up, des jeunes, qui ont fait une petite vidéo qui vous explique en 1 minute qu'est-ce que c'est. Allez-y. Alors, une entreprise libérée, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié? Partant de ce principe, exit les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante, que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre, et aussi de la part du dirigeant, un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée.
Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment, et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent, forcément ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Ouais, c'était Ariane Espace, vous avez remarqué, non? Ok, alors, donc, effectivement, c'est très, très schématique hein, ce qu'ils ont décrit. Et quand il n'y a pas de hiérarchie, ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des managers, simplement ils font autre chose, hein, évidemment. Et ils se comportent plutôt comme ces leaders jardiniers. Mais vous avez bien compris qu'il n'y a pas de modèle, hein, c'est une philosophie qui est basée sur le principe de la liberté et la responsabilité complète des salariés d'entreprendre de toute action qu'eux-mêmes décident au sein des équipes, évidemment, comme étant les meilleur pour l'entreprise. Il n'y a pas non plus de méthode. Comment y arriver? Pourquoi j'ai mis cette montagne-là? Parce que transformer même des BU, ça prend des années, 2 ans, 3 ans. Donc c'est un petit peu comme escalader une montagne, une belle montagne dans les Alpes ou en Pyrénées. Vous voyez, ce n'est pas juste une promenade comme ça, une petite promenade de dimanche après-midi. Et donc, il n'y a pas un chemin, comment y arriver? Chaque entreprise est unique, on peut passer par là, on peut passer par là, on peut passer par là, on peut d'ailleurs reculer un peu. Ça se co-construit, co-invente avec des collaborateurs. Voilà. En revanche, il y a quelques questions, qui sont 2 questions en réalité, qui sont universelles, qu'on peut poser partout. Vous vous rappelez qu'en France, donc 6 plus donc 75%, c'est ça, des collaborateurs? Non, excusez-moi, 14% des collaborateurs qui sont soit désengagés, soit activement désengagés. Vous vous rappelez, il n'y en a que 6 qui sont engagés. Est-ce que ces gens-là, et là vous n'avez pas le droit de participer, est-ce que ces gens-là, ils étaient comme ça quand on les a recrutés? T'es déjà comme ça? Comment ça va, comme on l'a dit? Mais a priori, non. Il y a effectivement des secteurs où il y a une telle pénurie qu'on doit prendre des gens qu'on trouve. Mais généralement, avec tous les entretiens, tous les tests, etc., on essaie de s'assurer que la personne est enthousiaste, motivée, elle a envie de venir. Et tous les managers qui sont là, vous êtes au moins, dans votre tête, vous avez au moins un exemple de ces gens-là qui se comportent comme ces poules qui pondent des œufs en or. Des jeunes collaborateurs qui vous disent « Mais madame, mais si on change ça au monsieur, on peut ici gagner peut-être 10 000 euros, on peut peut-être raccourcir de 3 jours les délais au niveau de process, accélérer, etc. » Donc, ils vous proposent des choses, vous discutez un petit peu, ils ont même un plan, comment le mettre en place. Ils sont très contents, souriants, voilà, enthousiastes. Sauf qu'un jour, quand vous passez les voir chaque matin et vous le dites « Bonjour, comment ça va Marine ?» Et cette Marine, toujours souriante, ce jour-ci, et vous regarde comme ça. Dit à Marine, il y a quelque chose qui s'est passé, et ils ne vous répondent pas. Et tout d'un coup, devant vous, vous vous rappelez, c'était une magnifique poule, hein, avec des magnifiques plumes. Hypo, vous vous rappelez? Magnifique. Et là, tout d'un coup, devant vous, elle commence à se transformer. Ces plumes commencent à ressembler de plus en plus aux poils grisâtres d'un cheval. Elle commence à grossir devant vous, c'est science-fiction. Hein. Elle devient très 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 grosse, elle s'écroule au mur de bureau et elle vous dit « Monsieur, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Bye bye, la poule aux œufs d'or, bienvenue un cheval fatigué. Qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises qui ont recruté des talents, on appelle ça on recrute des talents, qui durent 2 semaines, voire 2 mois et deviennent des gros chevaux fatigués, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ces dynamiques? Est-ce qu'on peut, de ne pas avoir ces dynamiques, est-ce qu'on peut récupérer certains de ces chevaux qui, on se rappelle, il y a encore 2 ans, étaient complètement différents? D'ailleurs, il est complètement différent après le travail. Il est complètement différent quand Nizu quitte, il lance son propre start-up. Mais chez nous, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est ça la question de transformation organisationnelle, transformer l'environnement qui fait que les gens, finalement, se comportent de manière complètement différente. Alors, je parlais déjà à vous que celui qui peut le lancer, c'est le seul qui a le mandat, d'ailleurs. Ce n'est pas par hasard que je dis, ce n'est pas un DRH, ce n'est pas un manager. Le seul qui a un mandat pour transformer l'organisation, c'est le numéro 1. Parce que lui aussi est comptable du résultat. Hein, donc, c'est un moyen d'attendre aussi l'organisation. La question que doit se poser, est-ce qu'il est prêt? Il est prêt, ça veut dire qu'il a un mandat explicite, pas implicite, pour faire cette transformation, éventuellement discuter avec le grand PDG, peut-être, ou si c'est un patron de PME, peut-être rien des actionnaires, etc. Il ne faut pas supposer que tout le monde va applaudir, va être très très content quand vous commencez à faire ces bouleversements. Et deuxième question,
C'est pas simple, hein, votre capacité d'influence auprès de vos supérieurs ou actionnaires. Et deuxième question, c'est est-ce que moi je suis prêt en tant qu'être humain? Un langage très simple, est-ce que j'ai abandonné mon ego et mon lâcher-prise? Si je ne l'ai pas fait, surtout pas commencer. Ego, non pas que je suis le plus beau, mais je suis le plus intelligent. Comment voulez-vous faire convaincre les gens que vous faites confiance à leur intelligence quand par votre posture, vous rayonnez et communiquez tout le temps que l'être le plus intelligent de cette organisation, c'est vous? C'est impossible. Les gens, ils ne sont pas dupes. Donc, il faut faire le travail. Les bonnes nouvelles, c'est que si on travaille d'expérience que j'observe avec des coachs, la plupart de ces leaders libérateurs ont travaillé avec des coachs, après 3-4 mois, ça s'organise. Et on commence à se comporter différemment. Alors, une fois que vous avez fait tout le travail sur vous-même, et vous savez où vous voulez amener cette organisation, et comment elle peut être complètement différente, avec les gens souriants, vous voyez, tout c'est magnifique, quoi. C'est humanité complètement born again, quoi, hein, quelque chose d'incroyable. Alors, c'est naturel que vous, en tant que patron, qu'est-ce que vous avez envie de faire à ce moment-là? Pour l'instant, c'est que dans votre tête, vous êtes travaillé avec un coach, vous avez discuté avec votre femme, avec vos amis, mais les gens, ils ignorent dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Dites-moi. Ben, le dire, quoi. Hein, monter comme moi sur la scène, réunir tous les collaborateurs et faire le speech de votre vie. C'est un petit peu comme Steve Jobs, si vous faites ce magnifique speech, et on va construire une nouvelle humanité. Et le sauveur de l'humanité, c'est qui? C'est vous, quoi. Ben, surtout, faites pas. Hein. Et vous savez pourquoi ou non? Parce qu'avec ce discours, ce coming out, si on peut l'appeler ça comme ça, vous allez finalement créer des attentes incroyables chez les gens. Et une partie des gens vont vous croire. J'ai assisté à quelques discours comme ça, il y a des gens qui pleurent. Franchement. Vous les appelez à cette aventure, partir ensemble, escalader cette montagne, vous vous rappelez, pour au bout de cette montagne se retrouver un haut où peut-être 7-8 personnes sur 10, chaque matin, vont se lever et dire « c'est vraiment génial, j'ai de la chance dans ma vie de travailler dans cette boîte ». Et ils vivent ça. Mais, vous le demandez de partir vers cette escalade alpiniste. Mais dès qu'ils quittent la salle et votre discours, ils rentrent chez eux dans leur bureau. Est-ce que leur ordinateur, qui est équipé de Windows 7 version familiale, vous voyez? Et le gars, c'est un commercial. Et chaque fois qu'un son client l'appelle, il dit ça rame encore, ça arrive, hein, ça arrive. Il faut attendre, quoi. Hein? Est-ce que tout d'un coup, vous avez Windows 10, machin, avec l'ordinateur aussi qui est changé avec? Oui ou non? Non. Est-ce que votre fauteuil qui vous fait mal au dos? Est-ce que vous avez un fauteuil ergonomique direct arrivé de Suède? Couleur orange? Non. Et puis, plein de trucs qui ne marchent pas et qui vous font souffrir chaque jour et plein de petits détails, ce qu'on appelle les cailloux dans les chaussures, ils sont toujours là, ces cailloux dans les chaussures. Donc, on vous parle de cette grande chose et vous voyez que finalement, on n'a absolument aucune considération pour vous, on ne vous donne aucun moyen de travailler bien, de réussir, etc. Donc, combien de temps ça va durer? Que les gens vont dire c'est juste de grosses manipulations, quoi. C'est complètement pipeau, c'est tout ça, c'est nul. Combien de temps? Alors peut-être en France, globalement, peut-être 3 semaines. Chez vous, c'est quoi? C'est une semaine de vie, quoi. Ouais, d'accord. Peut-être vous êtes moins patient, peut-être au plus, je ne sais pas. En tout cas, je ne dis pas chez vous, dans votre établissement, hein, mais je dis région Toulouse, quoi, parce que je viens assez souvent, on m'a expliqué ici. Hein, ça peut chauffer vite, oui. Donc, ne faites pas ça et travaillez surtout sur ce qu'on appelle justement les cailloux dans les chaussures. On appelle ça aussi des irritants. Il ne faut pas parler, il faut agir. Les gens ne croient pas aux paroles, ils croient aux actes. On n'explique rien. On juste, en tant que manager, chaque matin, pose une question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de donner le meilleur de vous-même? Il faut se préparer à ça, hein, parce qu'il y en a certains qui sont en ardoise comme ça, vous avez compris. Hein? Donc on se prépare. Voilà. Et donc, on est là, être à votre service pour que vous puissiez, comme fait un coach dans l'équipe de rugby.
ou d'une équipe de foot. On est au service des joueurs pour qu'eux, ils puissent livrer les meilleurs matchs possibles. On ne veut pas dire à un gars, bah attends, là, c'est les Qataris, ils n'ont plus de sous, là, maintenant, il va falloir un janvier, quoi, hein, pour t'échanger des crampons. Donc, tu as quelques crampons qui ont tombé, là, mais c'est pas grave, hein, tu me fais un match. C'est pas possible. Mais dans les entreprises, oui, et on attend d'eux d'être des champions et gagner. Donc, pourquoi je vous montre maintenant ces trois parties? Ces trois parties, ce sont justement ces besoins psychologiques sur lesquels, à un moment donné, on commence à travailler une fois que vous avez réglé ces problèmes des petits cailloux et que les gens commencent à se poser des questions. Mais là, pourquoi elles font ça? Mais vraiment, je sens qu'il y a plus de respect, plus de considération, plus de confiance. On me donne des moyens de réussir. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, par rapport à des petites choses, hein, ça peut être, je ne sais pas, des conditions de travail, vous voyez, mais matériel, physique. Trouver quelque chose, simplifier quelque chose, une petite procédure stupide, etc., etc. Mais quelque chose qui ne touche pas pour l'instant au cœur de l'organisation. À un moment donné, vous pouvez vous attaquer au cœur de l'organisation, c'est-à-dire toutes ces procédures organisationnelles, managériales, etc., des pratiques, et vous faites ça sur la base des, vous vous rappelez, je vous ai parlé des besoins psychologiques des êtres humains. On ne change pas pour changer, on change pour satisfaire quelque chose comme pour les fleurs. Vous vous rappelez, l'eau, lumière et les minéraux. Et chez les êtres humains, il y a les recherches en psychologie, hein, ils sont donc très empiriques en plus, hein, donc validées dans une trentaine de pays, montrent que tous les êtres humains partout, ils ont les mêmes besoins. Et moi, je les formule comme ça. Le premier, c'est égalité intrinsèque. Ça veut dire nulle part dans le monde, les êtres humains ne demandent pas d'être traités mieux que les autres, mais ils ne supportent pas d'être traités comme les êtres inférieurs. Dans la vie de tous les jours, si vous faites la queue, quelqu'un a 10 minutes, il y a quelqu'un qui vous coupe la queue, comment vous réagissez. Mais au travail, ça veut dire quoi? Au travail, ça veut dire d'être traité avec le respect, la considération et la confiance à notre intelligence. C'est ça qu'on me prend comme quelqu'un intrinsèquement égal et pas intellectuellement inférieur. Ça veut dire, quand il y a un problème, je ne peux pas entendre une phrase, mais tu n'as que remonter le problème, ou tu n'as que faire ça, ou tu n'as qu'appliquer une procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rien ici. Ce que je dois entendre, c'est un vrai problème, j'ai confiance, si vous prenez un peu de temps, en équipe, vous allez trouver quelque chose. Et puis je repasse à la fin de journée, on en discute, si vous voulez qu'on en discute. Ça, c'est pas facile, comme vous imaginez, de faire du jour au lendemain. Ça, quand même, parfois, se lève beaucoup de choses. Deuxième, c'est la réalisation de soi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont des dons. Ils ont des talents. En RH, on le sait. On appelle ça le potentiel. On recrute les potentiels. Mais en réalité, pour qu'ils se réalisent, pour qu'ils montrent qu'ils ont un talent. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à faire un petit peu comme bureau de légende, parce que c'est illégal, hein, mais suivi avec les cartes SIM, où vont vos collaborateurs après le travail. Vous allez voir qu'un tel monsieur, qui est peut-être un chauffeur, bah lui, il est un coach de l'équipe de Benjamin de rugby, où vous amenez votre fils d'ailleurs. Et là-bas, c'est un autre être humain. Une telle dame qui est une assistante, oui monsieur, non monsieur, bah, elle est peut-être dans un conseil municipal, dans une petite ville, et s'occupe d'urbanisme. Et c'est une autre personne. Un tel monsieur, il est peut-être un chef d'orchestre amateur. Donc les gens, ils ont des dons, mais ils attendent la fin de la journée pour les réaliser. Pas au travail. Et pourtant, on passe au travail la majorité de nos heures éveillées. C'est au travail qu'on les passe. Et on appuie sur le même bouton 15 ans, si on travaille dans l'industrie. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement faire quelque chose pour que les gens puissent se réaliser? Et la dernière chose, autodirection, les êtres humains n'aiment pas, ils n'aiment pas les êtres humains qui ont le dit ce qu'il faut faire et qui ont les contrôles. C'est contre notre besoin. On aime d'agir, de s'aider de nous-mêmes. Quand on prend un prêt immobilier, quand on achète une voiture, quand on décide où envoyer nos enfants, on ne va pas dire « chef, je fais quoi ?» Bon, peut-être certains maris peuvent demander ça pour la paix familiale, mais bon. En tout cas, ça ne marche pas comme ça, globalement. Hein. Mais au travail, c'est tout le temps comme ça. On a toujours un supérieur, toujours. Et on doit le consulter, etc., s'il y a quelque chose. Donc, égalité intrinsèque, je montre rapidement maintenant une série de quelques exemples. Ça va pour l'instant, Pascal? Ça va? Vous ne voulez pas partir? On s'amuse bien, quoi. C'est bien, hein, c'est important ce que vous faites. Hein, ils sont tous volontaires. C'est ça? Donc ils ont quitté le boulot parce qu'ici on s'amuse mieux. D'accord.
Non, mais c'est important. C'est un bon investissement. Arrêtez, c'est un investissement, on est d'accord. Voilà, c'est très important. Alors, je vous montre. Donc, vous avez compris pourquoi j'ai mis toutes ces flèches, parce qu'encore une fois, comment on crée un environnement où les gens se sentent intrinsèquement égaux dans chaque entreprise ou même chaque unité opérationnelle, il va falloir faire son propre chemin et son parcours. Parce que je dis, certaines entreprises, ils peut-être vont dans une bonne direction, mais à 50 km/h, mais les autres, ils roulent 150 km dans le sens inverse, vous voyez? Il y en a un gars qui a abusé, un gars, sur 3000 à abuser, on va encore prendre une note de service, quoi. On va punir tout le monde, qui n'ont rien fait. Et ils vont encore subir un formulaire de plus, un machin de trucs. Etc. Donc là, ils roulent complètement dans le mur à 150, à 200, quoi. Donc ils ont du boulot à faire. Et les autres, beaucoup moins. Donc je vous montre quelques exemples pour que vous voyez à peu près qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous invite dans une entreprise qui, certains d'ailleurs, leurs produits, vous le connaissez, donc Gore, qui fabrique Gore-Tex, mais pas seulement Gore-Tex. Hein. Leur premier produit, c'était les câbles qui ont parti d'ailleurs sur la Lune. Avec Apollo, les câbles enrobés de téflon. Et bon, bien sûr, ils ont inventé le textile, ils sont dans le médical, hein, c'est très très grande division de médical, aussi militaire, aussi effectivement des câbles pour aéronautique, spatiale, etc., etc. Donc, c'est une des entreprises les plus innovantes au monde. Ils ont innové plus de 1000 produits, toujours basés sur téflon, hein, mais dans différents secteurs, etc. Donc, comment ils arrivent à innover? Est-ce qu'ils ont un R&D super puissant, les ingénieurs qui ont des grosses têtes comme ça, parce qu'au fait qu'on ait des grosses têtes, il y a un budget de travaux très important. Vous savez pourquoi, non? Il faut élargir les portes. Bon, donc, est-ce que c'est comme ça? Ben non, c'est pas comme ça. Ils ont des spécialistes, évidemment, des experts, un polymère, un plein des trucs, etc. Mais pour avoir la dynamique d'innovation, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, les études chez les chercheurs sont absolument claires. Pour avoir un projet qui donne un résultat, il faut budgéter 10. 9 sur 10 se plantent. Donc vous imaginez, ils ont 10 000 salariés. Ils peuvent avoir 1000 produits innovants avec 10 000 salariés en tout. C'est impossible. La plupart sont des commerciaux, d'ailleurs, des usines où ils fabriquent des choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la possibilité que n'importe qui dans l'entreprise peut lancer un projet d'innovation. Peut être un comptable, peut être un chauffeur. N'importe qui, il a une idée, il en parle. Bien sûr, un projet ne peut pas démarrer si vous êtes seul, donc ils essaient de convaincre quelques collègues. Ils ont une possibilité de consacrer, je ne sais pas, 20% de leur temps, personne ne compte, hein, utiliser les laboratoires, les outils de fabrication, tout ce qu'ils veulent pour fabriquer des prototypes, par exemple. Donc je vous donne un exemple, comment ils se sont lancés dans un secteur. D'ailleurs, ils n'ont pas de secteur défini. Quand ils inventent quelque chose, ils s'introduisent dans un secteur dans lequel peut-être ils n'étaient pas avant. Donc il y en avait 2 gars ou 3 gars qui étaient amateurs de VTT. Ils disaient, les VTT rouillent les câbles pour changer des vitesses, et donc est-ce on sait enrober les câbles électriques, pourquoi on n'enrobera pas des câbles pour changer des vitesses sur le vélo? Et donc ils ont dit, ok, on commence à travailler, donc il faut produire le premier, vous voyez, prototype qui fonctionne. Avant, évidemment, d'accepter que ce soit budgété, parce qu'après, il faut usiner, il faut tester, etc. Mais juste première, vous voyez, dans le laboratoire, première budget. Et donc, ils ont travaillé 1 an et ils ont effectivement mis au point ce câble que vous voyez ici sur l'écran. Et donc, ils ont aussi obtenu le budget par la suite pour fabriquer, donc usine, etc. Il y avait un lancement. Et d'ailleurs, le produit, il s'est planté. Aujourd'hui, il se vend très bien, mais au départ, il s'est planté. Alors, dans la plupart d'entreprises, vous savez, vous avez utilisé 1 million à peu près, vous avez mis du temps, etc. Et votre produit se plante. Qu'est-ce qui est écrit derrière votre dos, là? C'est quoi écrit? Loser. Loser. Alors, là, maintenant, j'explique nos amis de RH, processus d'intégration. Le vrai, hein, pas comme écrit dans la brochure, quoi. Le jeune gars qui arrive et dit, tiens, j'ai une super idée, j'ai envie de me lancer un truc, bon, ça va coûter un demi-million, etc. Et comme ça, le vieux de la vieille dit, tu vois ce gars là-bas? Alors, il n'est pas tourné le dos, hein, mais je t'explique. Alors, lui aussi, il était comme toi, hein, mis à 5 ans. Hein. Il nous a perdu 1 million. Hein. C'est écrit loser derrière. Tu veux combien? Non, tu te calmes, on va les bouffer maintenant. Okay. Donc, voilà comment ça se fait, donc, l'intégration des gens. La vraie, hein. Alors, chez eux, non. Chez eux, si tu as fait quelque chose qui était accepté comme budget, on sait que pas chaque projet va réussir, tu parles. Il y a des ateliers comme ça, vous voyez, on va amener des petits fours de machin, je ne sais pas quoi, et puis on parle. Et donc,
l'un d'eux qui raconte ce projet qui s'est planté, il y en a un gars qui l'écoute, un autre ingénieur, ou je crois que c'est un ingénieur, et elle dit, moi je ne comprends pas très bien ce marché, mais je pense que la technologie que vous avez mis au point, je vois ce que vous avez fait, ça peut servir pour un produit dans un autre marché. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais la musique. La musique. Alors, ils étaient très déçus parce qu'ils sont dans le sport, vous voyez, passionnés de VTT. Il me dit, mais ça a à voir. Hein. Il dit, bah, écoute, moi je joue à la guitare, je suis vraiment un grand fan de guitare, et il y a une corrosion des cordes métalliques, la graisse qui est entre les cordes s'abîme, il s'éclate aussi, et donc si on pourrait l'enrober, ben, on rendra la vie quasiment éternelle pour les cordes de guitare. Et voilà. Si ça vous intéresse, je peux me joindre avec mes 20% à votre équipe. Ouais, c'est une journée plus ou moins par semaine. Vous pouvez consacrer à faire ces prototypes, à faire ces tests, etc. Et ils ont effectivement sorti ce produit-là. Donc d'abord les prototypes et après ils étaient lancés. Et donc ça s'appelle Elixir. Vous voyez les cordes. Alors il y en a des petits guitaristes comme Eric Clapton qui jouent avec. Vous voyez donc. Mais au départ, quand ils ont lancé, je juste attire votre attention, ils n'étaient jamais sur le marché de musique. Jamais. Ils ont lancé ce produit en un an, c'était en 2005. Ils ont passé de 0 à quelle part de marché de cordes de guitare métallique? À 30%. En vendant combien plus cher que leurs concurrents? Vous voulez savoir? 3 à 5 fois plus. Alors n'essayez pas de faire ça avec Ariane ou avec Airbus parce que ce n'est pas la même élasticité de prix. Mais c'est un produit un peu de luxe, mais ça coûte quand même pas cher, genre 300 € pour 6 cordes. Mais voilà, et ça c'est un de ces 1000 produits. Vous voyez, maintenant je termine pour vous juste donner la phrase du PDG de ce groupe. C'est le 4e PDG après Bill Gore qui était le premier qui a instauré cet environnement. Et il explique bien qu'on a cette culture très particulière, mais on n'est pas culture pour la culture. Ce n'est pas les ayatollahs de la culture. La culture est là pour nous permettre d'innover. Mais elle vient d'abord. On crée un environnement, vous voyez, cette culture, qui engage des collaborateurs talentueux, qui ont des talents, qui du coup arrivent à fournir, réaliser des produits innovants, qui, eux, par conséquent, créent de la valeur extraordinaire pour toutes les parties prenantes. Vous voyez, donc tout commence par cet environnement-là, et après, par conséquent, ce qu'on appelle, j'appelle ça des bénéfices collatéraux. À la fin, on arrive aussi à la valeur économique, mais on ne commence jamais dans cette entreprise à parler des bidas, c'est même interdit, quoi. C'est impossible. Mais à la fin, comme par hasard, c'est une entreprise qui a 15% croissance organique moyenne depuis leur naissance. Et ils sont nés en 1958. Ils toujours fonctionnent comme ça, de cette façon-là dont je vous parle. Donc voilà, Gore, et ce que vous libérez, souvent on dit, M. Gates, mais c'est quoi l'entreprise libérée? L'entreprise n'est pas une prison, vous avez raison. Mais il y en a des choses qui sont étouffées dans l'entreprise. L'initiative est étouffée. Dans la plupart d'entreprises, les gens, ils ont des idées, ils veulent dire, mais attends, laisse tomber parce que ça ne sert à rien, parce que c'est encore remplir des trucs, attendre 2 mois, j'ai déjà donné, j'arrête. Donc, vous libérez l'initiative, c'est énorme, c'est énorme. Maintenant, on va plus loin, on commence à avancer. Donc, on va vers la montagne, maintenant vers la réalisation de soi, vous vous rappelez. D'ailleurs, très souvent, les gens commencent par l'initiative et à un moment donné, vous voyez qu'il leur manque, par exemple, des compétences. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, c'est une super idée, mais on va donner à quelqu'un qui a quand même un petit peu, qui réfléchit, quoi. Qui a fait un peu d'études, quoi. Non. Si cette personne-là, ses yeux brillent, il veut participer, il veut faire partie prenante de ce projet, etc., il manque des compétences, on va mettre à côté de lui quelqu'un qui va le transmettre, on va l'aider à acquérir peut-être par des formations, etc., mais il va être dedans et il va grandir avec ça et il va se réaliser. Donc, je vous donne un exemple comment on peut faire ça chez vos voisins, chez Airbus, qui ont lancé cette démarche de libération en 2014, pas à Toulouse, mais maintenant il y a aussi à Toulouse, mais ils ont commencé à Saint-Nazaire dans le programme 380. Et donc celui qui était à l'origine, donc c'est le patron du programme 380, qui est Jean-Luc. Et donc Jean-Luc, voilà la phrase que j'ai entendue de sa part, qui est convaincu, il avait beaucoup de convictions et croyances, mais il dit on contraint beaucoup trop les gens, si on lâche, on a beaucoup plus de chances de laisser exprimer les talents que le veulent bien. Alors, comme je me suis baladé et discuté avec des gens, j'ai rencontré un gars comme ça, Vincent, qui était un set opérateur, qui montait, vous savez, beaucoup de câblage, etc.
dans cette équipe de montage de 380. Et donc, c'est une histoire que vous voyez. Donc, il a fait ça depuis peut-être 10 ans, comme métier, toujours le même travail. Et un jour, quand elle monte, je pense que chez vous aussi, hein, surtout dans les satellites, donc de ce câblage-là, donc il y a beaucoup de câbles, et à un moment donné, ces câbles doivent être soutenus par des pièces métalliques. Et ces pièces métalliques, c'est un fournisseur allemand. Et donc, le fournisseur était en retard. Et du coup, cette équipe-là, ils ne pouvaient pas monter les câbles, et c'était du chômage technique, quoi. On dit, vous allez attendre probablement un jour, voire 2 jours, parce que ça n'arrive pas. Et donc, ce gars-là, Vincent, il dit, mais on peut faire quelque chose. Moi, je vais le soir au Fab Lab. Je suis passionné pour Fab Lab, donc ce que je propose, c'est qu'on arrive à imprimer exactement la même pièce qu'il nous faut, mais exactement le même de point de vue de 3D, mais en polymère, en plastique, et ça va nous permettre temporairement d'avancer avec les câbles, et quand le truc va arriver, ben on va le juste remplacer derrière par le truc métallique, et ce sera nickel propre, mais nous, entre-temps, on a avancé, et on peut travailler. Et je sais que chez nous, dans les études, dans le bureau d'études, ils ont une imprimante 3D, parce que de temps en temps, je passe discuter avec les gars. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, vas-y, si tu as le... Donc, il est parti, il dit, on peut récupérer exactement sur CAO les dimensions, etc. On lance sur la machine, on imprime, il a fait ça, il a ramené, et ils ont avancé comme ça. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Cette information que Vincent, il se débrouille avec 3D, mais il est devenu... Dès qu'il y a un problème, retard, machin, il dit, Vincent, tu peux jeter un coup d'œil? Ah bah, dit, tiens, bon, donc, je vais le demander qu'on nous imprime le truc. Donc, ils ont commencé de s'adresser à lui comme sorte de helpdesk impression 3D. C'est pas tout, hein. Donc, pour l'instant, il est un coopérateur. Il vient avec une idée, à un moment donné, il s'adresse à un leader, parce qu'ils n'ont pas de manager, un leader de l'équipe, et il dit, mais j'ai fait des calculs. Si on achète pour chaque équipe un imprimante 3D, on va le rentabiliser dès la première impression. Dès la première impression, parce que 1 heure, 2 heures de chômage technique d'une équipe comme ça, vous imaginez qu'est-ce que ça coûte, quoi. Bah, bingo, on achète. Et donc, il devient c'est lui qui fait l'installation, la maintenance, etc. de tous ces imprimantes 3D. Et graduellement, il a passé du tout d'opérateur, de quelqu'un qui est devenu un technicien, informaticien, quelqu'un qui amène le Fab Lab et ses nouvelles techniques, ce qu'on appelle l'usine nouvelle. Chez eux, c'est lui. Et si vous voulez ajouter la dernière compétence qu'on a découverte chez lui, parce que normalement, c'est là où j'ai fait la photo, vous voyez, mais peut-être entre-temps, il a encore progressé sur 10 000 trucs. Ils ont beaucoup de visites des compagnies aériennes, vous imaginez, qui veulent voir leurs avions, qui ne parlent pas français. Il leur faut parler en anglais. Et certains, ils veulent rencontrer aussi des opérateurs. Et quand on lance qui veut présenter, les gars, etc., oh là là, mais j'ai des trucs à faire, ils sont tous partis, quoi. Et Vincent, il dit, mais je peux le faire. Il dit, tu parles anglais? Oui, un peu. Le gars, il parle anglais courant. Donc, il est devenu même le porte-parole, si vous voulez, de techniciens, etc., pour ces présentations. Donc, voilà juste un exemple, mais il n'y a pas un. Je n'ai rencontré moi-même personnellement plusieurs. D'ailleurs, ça, c'est Gérald Lannion, qui lui, ça, c'est le grand directeur. Ça, c'est un programme. Il y a 380, 320, 330, M400, etc. Lui, pourquoi il porte un sac? Parce qu'il est toujours habillé comme ça, parce qu'on a mangé ensemble, ils nous ont donné des cadeaux. Tu sais, on donne toujours des cadeaux, des modèles métalliques, vous savez, Bon. Et donc, on ne peut pas le prendre parce qu'on allait encore visiter l'usine. Bah, il dit, c'est pas grave, je le prends, je le porte. Alors, tout le monde a rigolé. Vous voyez, derrière, il dit, Gérald, c'est un porteur des serviettes. Voilà. Donc, mais il était très content. Et voilà ce qu'a dit Jean-Luc à la fin. Je trouve vraiment formidable de sentir le nombre de talents qu'on a et que l'on a ignoré pendant des années. Et ça augure pour l'avenir. Donc, voilà Airbus. Voilà potentiel libéré. Vous voyez, vous imaginez, ce n'est pas une personne. Ils sont des centaines, des milliers de personnes qui tout d'un coup, se révèlent comme des êtres incroyables, hein, donc qui font des choses qu'on n'a même pas imaginées, qu'on peut faire chez nous. Et donc, dernière chose, c'est autodirection. Encore un petit exemple. Alors, cette fois-ci, pourquoi je vous montre cet exemple-là? Parce que je sais de qui je viens. Il dit, M. Guest, bon, jusqu'à là, ça va, mais quand même, nous, c'est du sérieux. Ça rigole pas, quoi, chez nous. C'est demander des équipes et tout ça, après ça explose et tout ça. Non. Il faut quand même tout vérifier, il faut tout contrôler. Hein. C'est du sérieux. Mais je suis d'accord avec vous.
Alors je vous ai choisi un exemple sérieux. Un sous-marin nucléaire, ça va ou non? Ça peut exploser. Hein? Et c'est vraiment, quand ça explose, c'est pas bien. Hein? Vous imaginez l'explosion d'un sous-marin nucléaire avec un engin nucléaire et rempli des missiles. Vous voyez à peu près le feu d'artifice. Ça va comme ça? Bon. Alors c'est un sous-marin nucléaire complètement libéré dans lequel le commandant un jour a décidé de ne prendre plus aucune décision. Aucune. Sauf lancer les armes. C'est un sous-marin d'attaque. Hein. Donc aux États-Unis, lui il s'appelle David Markey, il a écrit un livre. Pourquoi il a décidé? Parce qu'il était préparé pendant 1 an pour prendre le commandement de ce sous-marin d'une classe particulière et 3 semaines avant, ça c'est RH, hein, 3 semaines avant, il dit bah, tu vas prendre un autre sous-marin, ce n'est pas du tout la classe qui t'a préparé pendant 1 an, mais tu vas te débrouiller, tu es intelligent. Bon, donc bref, il est nommé. Et donc il est arrivé, tu as fait une super grande école, hein, Naval Academy, vous voyez, tu as une tête comme ça, donc il n'y a pas de problème, tu te débrouilles. Donc il arrive et il dit un petit peu comme le Russell Crowe, comme ça, et puis il donne un ordre, il est sur le bateau, il commence à faire des manœuvres, et donne un ordre pour son officier de navigation, je ne sais pas, put on 2/3. Donc il y a un sort d'indicateur, 2/3. Bon. Le gars dit yes sir. Et puis ça devrait, normalement, le bateau devrait commencer à submerger. Puis rien ne se passe. Rien. Zéro, comme disent les Italiens. Rien. Alors il tourne vers lui, il dit qu'est-ce qui se passe quoi? Et le gars est un peu tendu comme ça, il dit mais il n'y a pas de 2/3 sur ce bateau. C'est l'autre bateau. Il dit bien. Il dit bien. Mais tout à l'heure, tu m'as dit yes sir. Pourquoi tu as dit oui, mon commandant? Que tu sais que tu ne peux pas exécuter cet ordre. Et le gars, il répond parce que j'ai pensé qu'on vous enseigne là-bas dans l'académie des trucs qu'on n'est pas supposé de savoir. Il a vraiment répondu comme ça. Bon, vous entendez ça. Donc, il dit, je rentre dans mon bureau, d'un sous-marin, et là, je me dis, on va mourir. On a une deadly combination, une combinaison mortelle. Tu as un capitaine qui ne connaît pas le bateau et qui donne des ordres stupides, et tu as le staff qui est capable d'exécuter n'importe quel ordre le plus stupide, quoi. Donc c'est juste une question de temps. À un moment donné, ça va péter, on va mourir. Donc qu'est-ce que je fais? Il constate que j'ai une équipe qui est très expérimentée, ils sont là depuis des officiers, depuis des années, etc. Je ne vais plus donner aucun ordre. Aucune décision. C'est eux qui vont décider parce que c'est eux qui sont des experts et ils connaissent ce qu'il faut faire dans chaque situation. Et donc, je vais créer un environnement. Et bien sûr, au départ, ce n'était pas si simple, un environnement dans lequel ils vont se sentir effectivement libres et responsables de prendre la meilleure décision possible. Et il l'a fait. Sachez que le bateau qu'on lui a donné, ce n'était pas du cadeau. C'était le pire sous-marin de la marine américaine sur 56, les pires indicateurs de l'audit, à la fois de l'entraînement et de combat. À 1 an, je vous montre. Hein. Donc, ça c'est le bateau dans lequel il était envoyé. Donc, le niveau était 56 sur 56. Le re-enlistment, c'est-à-dire les salariés professionnels, les marins qui peuvent se réengager 5 ans après, c'est très important, hein, indice RH. 33 sur 134, le pire de la marine. OK? Le pire. Donc, 1 an après, c'est comme ça. Hein. Ben oui, ils ont fait le boulot, ils ont décidé qu'ils peuvent se bronzer, quoi. C'est où le problème? Il n'y a pas de pointeuse, vous avez compris. Donc, ils sont le taux de réengagement meilleur des sous-marins américains, 33 sur 134. Vous imaginez qu'est-ce que vous investissez pour former quelqu'un dans le bateau sous-marin? Et puis le gars, il s'en va, quoi. Donc, c'est énorme. Et 10 officiers sur 14 sont devenus eux-mêmes des commandants des sous-marins. C'est imaginer que vous avez une BU dans laquelle vous avez un codir et 10 de vos directeurs sont devenus eux-mêmes des patrons de BU. C'est un taux qui n'était jamais vu dans l'histoire. Et puis, le niveau, effectivement, ils sont devenus le meilleur sous-marin de la marine américaine en 1 an. Et le deuxième bateau de toute la marine, y compris les bateaux de surface. Donc voilà ce que vous faites.
avec, si vous voulez, cet environnement dans lequel les gens se révèlent plutôt que juste être des exécutants et attendre des ordres. Ben, il prend le bateau en main et avec certains environnements, ils arrivent. Je termine avec cette phrase-là, juste pour vous dire, Stephen Covey, ça vous dit quelque chose ou non? C'est quelqu'un qui a écrit le livre 25 millions d'exemplaires le plus vendu pour le management, etc. Ça veut dire les 7 habitudes des gens les plus efficaces, quelque chose comme ça. Donc lui, il est venu visiter ce sous-marin. Et voilà ce qu'il a dit. Il a écrit une préface pour le livre de David Marquet. Il a dit la chose suivante. L'avenir meilleur de notre planète sera construit par des gens qui ont découvert que le leadership est un art de révélation des talents et de potentiel humain. Vous pouvez acheter une personne avec un chèque, poste, pouvoir ou peur, mais un génie, passion, loyauté, créativité, tenace sont offerts volontairement. Les plus grands problèmes du monde seront résolus par des volontaires passionnés et libérés. Voici ma définition de leadership. Leadership c'est communiquer aux gens leurs valeurs et leur potentiel si clairement qu'ils soient inspirés de voir chez eux-mêmes. Rappelez-vous, leadership est un choix et pas un poste. Ce que vous révélez chez les gens, c'est la grandeur. Vous vous rappelez cette fille qui était avec l'eau minérale, vous vous rappelez? Donc, comment vous révélez la grandeur qui est chez les gens? Et je vous donne la formule, je sais que vous êtes des ingénieurs, moi aussi, donc je me rappelle des maths, hein, donc c'est des formules comme ça. Grandeur, c'est initiative multipliée par le potentiel au carré. Ce n'est pas breveté encore, hein, mais c'est presque Einstein, vous avez vu. Donc, initiative, si les gens ils prennent 0 initiative, vous êtes condamné à la médiocrité. Vous imaginez là, un joueur de foot qui, dès qu'il a un ballon, il se débarrasse du ballon, quoi. Ni il passe, ni il dribble, ni il tire. Donc, dans le rugby, c'est bien de passer, mais bon, dans le football, on va gagner beaucoup de matchs. Non. Maintenant, il prend des initiatives. À un moment donné, peut-être il manque des techniques. Donc, on investit dans ce gars-là. Ben, vous multipliez par 2. Lionel Messi, qu'est-ce qu'on lui a dit à Lionel Messi quand il était petit? Tu ne vas jamais jouer au foot. Jamais. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Ben, c'est juste, peut-être, il a rencontré un entraîneur qui a regardé ses yeux qui brillent. Il a dit, tu veux jouer vraiment au foot? Ben, tu viens 1 heure avant tout le monde, on va essayer de faire des trucs. Il a commencé à investir dans son potentiel et c'est juste devenu probablement le meilleur joueur de football qu'on connaît. Donc, des entreprises comme ça existent partout. Gore, je vous ai parlé, il y a Harley Davidson, il y a Sol, la dame avec le chien. Et, vous savez, ce n'est pas une boîte de design, hein, il nettoie les bureaux. 12 000 femmes de ménage, la grande majorité sont des immigrés, Indonésie, Philippines, etc. Favi, c'est une entreprise en France la plus ancienne qui fait des pièces pour les voitures. Il y a dans tous les pays qui existent, le plus grand nombre est en France, un chiffre absolu. De ces entreprises-là, voilà une petite carte. Hein, donc, il y a une petite boîte. Hein, il y en a une petite boîte à Clermont-Ferrand qui s'appelle Michelin. Vous voyez, il y a à Saint-Nazaire qui est Airbus, il y a Decathlon, il y a Kiabi, il y a Caisse de Sécurité Sociale, il y a la Maïf, il y a des mairies, etc. Voilà. Et puis, c'est tout. Libéré. Merci. Alors merci infiniment. Je pense que personne ne nous en voudra si on a pris un petit peu de retard et on abrégera un peu la conclusion pour permettre à tous ceux qui doivent intervenir après de pouvoir s'exprimer. Alors Monsieur Goetz, vous avez eu des questions. Si on peut afficher le mur de questions, s'il vous plaît. Donc des questions, vous êtes suivis aussi à Aire-sur-Adour et vous êtes suivis à Paris. Donc ce sont les 3 centres qui sont connectés avec vous. Et donc, les questions s'affichent au mur. Je vais vous laisser le temps de les regarder. On en a. Quel est le pourcentage de poules et de chevaux et de renards parmi les managers, par exemple? Alors, normalement, les managers, ils sont considérés comme très, très engagés. Hein, les managers, normalement. Hein. Normalement. Ils sont promus, ils sont engagés. Voilà. Donc, non, mais la vraie question, effectivement, c'est comment vous créez l'environnement pour les gens qu'on appelle dans la zone de création de valeur, qui ce sont des salariés de terrain. C'est ceux qui fabriquent, c'est ceux qui vendent, c'est ceux qui font la maintenance, c'est eux. C'est eux vraiment l'enjeu. Les managers, ce n'est pas le problématique de l'engagement chez les managers. Le problématique, c'est quel type de relation ils créent avec des gens qui, eux, créent la valeur économique. Est-ce que c'est une relation qui est basée sur la subordination et le contrôle, ou elle est basée sur la confiance
et l'autocontrôle. Et lui, il est au service de l'équipe. Donc ça demande un autre type de comportement de point de vue de manager, devenir ce leader jardinier, leader serviteur. Et il y a des formations et de coaching, etc., que les gens de RH offrent normalement dans beaucoup d'entreprises pour aider aux managers de faire cette transition. Qu'est-ce qu'on prend encore? Les RH. Alors ça, les RH, on va s'intéresser aux RH. Les RH sont-ils prêts à supprimer le pointage au CNES? Waouh! Le DRH est là? Presque. Il y a son On date, je était plus engagés avant sur l'introduction. Avant, il n'y en avait pas et maintenant, il y en a. Ah, vous pouvez faire même presque. Je publie un article avec vous. Ça s'appelle le Natural Experiment. Vous connaissez ça? Ça veut dire, avant, il n'y avait pas. Après, on a introduit. Après, on enlève. Et donc, avec la même population, ils voient des conclusions, quoi. Par exemple, dès qu'on a introduit le pointage, il y a plus de retard et plus d'absentéisme. Imaginez-vous. On enlève, il y en a moins. C'est possible, hein? Parce que finalement, je ne suis pas comptable face au supérieur, je suis comptable face à mes coéquipiers. Et pourquoi je ne viendrai pas en retard? Parce que je le mets dans l'embarras, parce qu'ils n'arriveront pas, parce que je manque de respect pour eux. Et donc, je me débrouille, soit je suis là, soit je m'organise, qui peut me remplacer, etc. Dans toutes ces entreprises, le planning, vous comprenez? Le planning de fabrication, le planning de maintenance, le planning de tas de choses hyper sophistiquées est fait de, par exemple, je ne sais pas, Decathlon. Vous imaginez un entrepôt, 40 000 m², un entrepôt, avec des camions qui arrivent, etc. Le planning des magasiniers, c'est eux qui font. Vous ne pouvez pas ne pas livrer, ne pas charger le camion. C'est eux qui font. Il n'y a aucun manager qui n'est au courant ou qui s'occupe de planning. Et il n'y a pas d'absent. Il n'y en a pas que les gars n'est pas venu, c'est un trou. S'il ne vient pas, s'il est malade ou quelque chose, il se débrouille, il appelle un copain et il s'organise qu'il y en a toujours 3 ou 4 personnes qui doivent être là pour faire le boulot. Donc vous voyez, c'est complètement différent que juste cette histoire. Et c'est pas que je suis faillot, hein, mais il ne faut jamais enlever la pointeuse tant que vous n'avez pas une équipe. Est-ce que c'est trop sophistiqué ou non? Parce qu'on ne remplace pas le contrôle par l'anarchie. On remplace le contrôle par autocontrôle. Et l'autocontrôle peut être exercé puisque le manager n'exerce pas le contrôle. Il n'y a pas de pointeuse et il n'y a pas de manager. Il est leader. C'est l'équipe qui l'exerce. Et l'équipe, elle peut l'exercer quand il y a des valeurs partagées, les normes partagées. On se dit entre nous, si on décide de commencer à 7h30, à 7h15, on prépare le poste. Et si l'un de nous ne peut pas être là, il se débrouille de prévenir et se débrouille de se faire remplacer parce qu'on ne va pas faire ça à des copains, à des équipes, parce qu'on manque de respect si on n'est pas là. Même si on est malade et on a vu le médecin. On se débrouille et on informe et on fait tout le nécessaire pour trouver un remplaçant, quitte à après rendre le service à ce remplaçant. Donc, mais si vous juste enlevez comme ça, c'est l'anarchie, les gens sont perdus. Donc c'est beaucoup plus sophistiqué que juste... Vous voyez, enlever ou pas enlever, il faut construire cette équipe. Et ce qui doit construire l'équipe, c'est l'ancien manager qui devient le leader. Et s'il a juste 3 gars sur 10 pour l'instant qui adhèrent à ces normes, c'est beaucoup trop tôt de partir et laisser cette équipe de s'autocontrôler. Il est incapable. Mais quand il y a 6 ou 7, c'est sûr que les gars, ils vont regarder si quelqu'un a fait des trucs qui ne sont pas bien, ils vont prendre de côté et ils vont dire « tu arrêtes ton cirque ». OK. Alors, c'est essentiellement le manager direct qui permet cet engagement. Il devrait être choisi pour cela. Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Comment aujourd'hui, alors, sous votre couvert, hein, peut-être vous ne faites pas du tout ça, mais typiquement, et encore une fois sous couvert de tout ce que vous êtes ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de managers, mais typiquement dans les entreprises, comment on fait la promotion? Comment on devient un manager? Dans les équipes, ou un chef d'équipe, ou quelque chose comme ça. S'il y en a un qui est parti, on va choisir celui-là qui est le meilleur producteur, le plus performant. Et en faisant ça, on prend 2 fusils et on tire 2 balles dans 2 pieds simultanément. Parce que le meilleur producteur, du coup, il est sorti. Le gars, il est responsable de 30% du résultat de l'équipe. On le sortit, il n'est plus là. Et on trouve un mauvais manager. Pourquoi il est mauvais? Parce que comme c'est le meilleur, il va avoir une tendance de dire à un gars, tu ne bosses pas assez bien.
laisse, je vais terminer à ta place, etc. Il ne va pas savoir se mettre au service des gens. Donc, si vous voulez avoir des managers qui sont des leaders jardiniers, ben, le critère essentiel, il faut aimer les gens. Il faut aimer servir. Il ne faut pas être meilleur. Il faut demander à des gens de quoi vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. Donc, ce sont qualités qui sont complètement différentes. Et effectivement, dans ces entreprises-là, ce n'est pas parce que tu es meilleur producteur que tu deviens quelqu'un qui est un leader. D'ailleurs, c'est souvent dans ces entreprises-là l'équipe qui coopte le leader. Ils choisissent un gars, pas parce qu'il est meilleur de nous, mais c'est un gars qui est serviable, qui nous écoute, qui est sympa, qui est toujours là, qui est toujours présent. Voilà ce que les gens cherchent. OK. Alors, encore quelques questions. Vous me dites stop quand il faut faire stop. C'est intéressant ce qu'ils ont écrit. Alors, quel lien y a-t-il entre le bonheur au travail et la rémunération? Alors là. Bon. Mais arrêtez, c'est une question que j'aime énormément. Énormément. Qui est au cœur de ce que nous avons parlé aujourd'hui. Vraiment au cœur. Cette philosophie-là, c'est une philosophie dont la finalité est humaine, la création de ce qu'on appelle des richesses humaines. Parce que quand les gens ils se réalisent, vous voyez, qui prennent l'initiative, se réalisent, etc., ces personnes-là, finalement, ils vivent une vie pleine et ils se réalisent le potentiel. C'est pour ça qu'on le fait. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On ne fait pas ça pour améliorer les performances. Si vous faites ça, vous allez avoir des syndicats qui vont dire avant c'était exploitation et maintenant c'est auto-exploitation. Et j'ai entendu ça, ils ont raison. C'est juste une autre façon de manipuler. Vous faites ça pour les gens, vous faites ça de manière authentique, les gens vont se méfier. Et j'ai vu des syndicats qui se méfiaient pendant un an et demi. Et après, ils sont venus voir le patron, il a dit on vous observe 1 an et demi, on a essayé de vous croire. On a cru à rien ce que vous avez dit au départ. Parce que vous êtes cohérent, on n'avait jamais fait un pas à travers et on a vu que vous êtes vraiment là pour donner tout ça à des gens. En revanche, et ça c'est intéressant, donc les gens, alors je n'aime pas nécessairement le mot bonheur, on peut le dire bonheur, mais il y en a certains qui sont peut-être beaucoup plus pudiques, alors on va dire je me sens bien, je prends du plaisir, d'autres disent je m'éclate, peu importe comment les gens, mais je suis bien quoi, je suis bien, j'aime bien mon boulot. Si vous avez ça, si vous avez des gens, vous vous rappelez quand je rigolais, je dis viens pour partir, ça faisait la majorité des gens qui viennent au travail, non pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils ont envie. Vous ne me croyez pas, dans ces entreprises-là, il y a encore le mois dernier, il y en a un patron qui me dit, il y en a un gars, c'était après les vacances, là, il dit ça va, tu as passé des bonnes vacances d'hiver, etc. Il dit, oui, mais qu'est-ce que c'était long, hein? Et il ne pouvait pas attendre de revenir au boulot, quoi. On dirait en France, on dit il doit vérifier son IRM cérébral, quoi, ça ne va pas. Il y a une autre dame, ça c'est chez Maïf, il arrête, donc il dit, monsieur, comment vous allez, etc. Il dit, je devrais vous dire un truc, je ne devrais pas être là. Il dit, comment? J'ai déjà passé 2 mois mon âge de la retraite. Je me suis préparé à partir à la retraite. Ah bon? Il dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a tellement de trucs qui se passent, c'est vraiment, je prends tellement de plaisir, je n'ai pas envie de partir. J'ai envie encore de vivre ça, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est concret, ce n'est pas juste théorique que je vous dis. Les gens reviennent de vacances parfois pour participer à une telle réunion qu'ils ont lancée eux-mêmes, vous voyez. Donc, si vous avez ça, que les gens viennent au travail parce qu'ils prennent du plaisir et pas parce qu'ils sont obligés, et une fois qu'ils sont au travail, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en même temps, il y a une vision partagée, des objectifs partagés et des moyens. La performance, elle sera meilleure. C'est du bon sens, c'est inévitable qu'il sera meilleur. Donc ces entreprises-là, comme par hasard, ils vont être nécessairement meilleurs que leur concurrence. C'est sûr et certain. Où il y en a 2 qui rament ou 1 qui rame, il y en a quelques-uns qui font des splashs, vous voyez, et puis il y en a 2 qui rament à l'envers, quoi. C'est la définition. Vous voyez, vous regardez un coach, il dit, mais attends, j'ai l'impression que le bateau ne bouge pas, quoi. Et le gars, il dit, ça c'est une bonne journée, parce que normalement, on recule. Vous avez des concurrents comme ça. Ils sont comme ça. Et vous, quand même, vous avancez ensemble, vous faites des choses, prenez des initiatives. Donc, c'est ça le lien entre ça. Et la rémunération, la rémunération, c'est encore doit être résultat de bénéfices collatéraux de ce que l'entreprise gagne. On est d'accord? Et si l'entreprise gagne plus
s'il a fait ce qu'on appelle la survaleur, vous comprenez? Dans ce cas, dans ces entreprises-là, on le partage. Il y a des salaires qui sont négociés, etc. Ça dépend du marché du travail, vos compétences, vos études, tout ça, c'est notre sujet. Mais après, on a créé des gains supplémentaires. On les partage. Dans beaucoup des entreprises que j'ai étudiées, on les partage à part égale. Si vous êtes chez Favi, il y en a des opérateurs qui ont gagné 16, 17, 18 mois de salaire certaines années. Un ingénieur, il ne va pas gagner parce que son salaire est plus important. Donc, on fait ça, on discute, et puis à un moment donné, on décide de le partager de différentes façons. En France, il y a des mécanismes, des primes d'intéressement, de participation, etc., à travers lesquels légalement vous faites ça. Donc voilà quel est le lien. Hein. Donc on ne discute pas de l'argent avant, ça s'appelle ENAO. On partage le gâteau qu'on n'a pas cuit encore, vous connaissez ça. Mais on essaie de le cuire, on essaie de faire un super gâteau, et c'est complètement transparent quel sera le mécanisme si on arrive à avoir une bonne année, comment on la partage. Je crois que non, là je crois arrêter, c'est ça? Non, oui, je vais devoir vous arrêter. En tout cas, je souhaite vous remercier de votre intervention. Merci infiniment.